Merci et bonsoir. Donc, mon ambition ce soir, c'est de vous présenter le projet chinois du président Xi Jinping qu'il a élaboré au cours de l'année 2013 et puis qui est monté en puissance ces dernières années, qu'on appelle OBOR en anglais, One Belt, One Road, et qu'ils appellent maintenant Belt and Road Initiative, BRI, oui, ça change tout le temps, et en France ou en Europe, on traduit par cette espèce de réminiscence des routes de la soie. En fait, l'appellation route de la soie est assez récente et elle ne correspond pas à grand-chose. Donc je voudrais déjà la démystifier tout de suite. Die Seidenstraße, c'était l'appellation d'un certain Frédéric von Richthofen, le cousin de l'aviateur de la guerre de 14, et qui avait donné cette appellation à ce corridor, ou à ces itinéraires plutôt, qui jalonnent l'espace compris entre l'Orient et l'Occident à travers le continent eurasiatique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'histoire est passionnante. Donc on va y passer un certain temps, et elle est mal connue, parce que nous ne sommes pas, nous, dans la route de la soie. Nous ne sommes même pas au bout de la route de la soie. Le bout de la route, c'était Venise, traditionnellement, et avant, c'était Antioche. Donc l'Europe n'a jamais été partie prenante de la route de la soie. En réalité, ce que on va voir à travers la petite visite historique que je vous propose, c'est de voir que cette route de la soie a été effectivement la route de la soie chinoise pendant quelques siècles. Et puis qu'après, ça a été effectivement, et en réalité, l'axe du continent. À l'époque où il n'y avait pas de navigation océanique, hein, où on faisait que du cabotage avec les bateaux, parce qu'il n'y a pas de gouvernail et pas de boussole, ben effectivement, la route terrestre était la moins risquée, la plus sûre et la plus rapide, évidemment. Donc, pendant 2500 ans, c'est ce que je mets dans mon titre, entre les profondeurs du Henan actuel, hein, c'est-à-dire l'ancienne capitale chinoise, Xi'an, et puis la Méditerranée orientale, il y avait des itinéraires qui, la plupart, passaient au sud de la mer Caspienne et qui traversaient donc, à partir de la Chine, le Turkestan, ce qu'on a appelé le Turkestan chinois pendant très longtemps, l'Asie centrale d'aujourd'hui, le Moyen-Orient d'aujourd'hui, pour déboucher sur la Méditerranée orientale. Donc on va revoir ça. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont fatigués par une longue journée, il y a beaucoup d'images, comme pour les enfants. Et moi, ça me facilite le boulot, en plus, de vous voir faire défiler les... Alors, on va commencer quand même par l'actualité. En 2013, si ce truc veut bien avancer. Ouais. En moi j'ai débarqué en Chine en juillet pour co-présider un colloque sino-français avec l'ancien ambassadeur de Chine qui s'appelait Zhao Tintin. Et on a fait ça, je sais pas quoi, dans le fin fond de la Mongolie intérieure. Et la veille de ce séminaire, on a eu un dîner de réception, d'accueil. Et au cours de ce dîner, ils parlaient tous du rêve chinois. Moi, je n'avais jamais entendu parler, pourtant j'y allais tout le temps. J'avais jamais entendu parler, les caciques du régime parlaient de rêve chinois. En plus, dans la littérature des apparatchiks, le mot rêve, pas vraiment à la mode. Hein. Les Chinois sont des stratèges pragmatiques, ce sont des gens réalistes, le mot rêve, bon, n'avait pas vraiment grande audience chez eux. Donc je me suis beaucoup interrogé. Et j'avais préparé un discours pour l'ouverture du séminaire. Je l'ai déchiré vite fait le soir et réécrit dans la nuit pour leur dire le lendemain matin, écoutez, vous avez déjà rêvé avec la révolution culturelle, vous nous avez vendu le maoïsme qui a fait plus de mal presque en France qu'en Chine. Bon, revenez sur Terre hein, et restons amis. Hein. Ne repartez pas encore dans des folies d'un autre âge. Donc ils m'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. En fait, ils n'en savaient pas beaucoup plus que moi. On était en juillet 2013. Le président Xi Jinping avait été désigné, parce que là-bas on n'est pas élu, par l'Assemblée nationale populaire, celle qui s'est assemblée aujourd'hui, réunie aujourd'hui à Beijing. Et il venait de sortir ça de son chapeau. C'est quand même surprenant dans un pays qui téléphone tous ses coups, avec 10, 15, 20 ans d'avance. Avant juillet 2013, personne n'avait entendu parler de cette initiative, de cette route de la soie nouvelle, de cette volonté de faire un nouveau truc. Donc il a sorti ça, Xi Jinping, de son chapeau, et je m'aperçois que depuis 5 ans, ce président sort beaucoup de choses de son chapeau, y compris celles que vous allez apprendre demain matin.
Donc la Chine, qui ne nous a jamais beaucoup surpris, hein, elle nous a étonnés, ça c'est vrai, mais qui ne nous a jamais beaucoup surpris, est en train de nous surprendre. Et c'est cet étonnement dont je vais vous faire part ce soir, parce que entre les routes de la soie, l'histoire, que vous allez bien connaître aussi bien que moi d'ici une demi-heure, et puis le projet au bord, eh bien, je ne vois pas très bien la jointure. Hein, je ne vois pas très bien la logique. Alors, sans doute y en a-t-il, parce que je ne suis pas chinois, hein, comme ça se voit, mais nous n'avons effectivement pas les hémisphères cérébraux à la même place, probablement, d'un côté à l'autre du continent. En guise de prologue, ce que je viens de vous dire. Donc, ils ont lancé ça en 2013, et le grand forum inaugural s'est passé en mai 2017 à Pékin, avec déjà une soixantaine de pays concernés par l'aventure. C'est énorme. Hein, 60 pays d'Afrique et du continent eurasiatique. Les pays américains ne sont pas encore directement intéressés, mais ça va venir. Une banque pour les infrastructures a été créée, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la Banque mondiale, hein, qui a été dotée illico presto de 50 milliards de dollars. Comme ça, hein, comme pour boire, hein, j'allais dire. Hein. En attendant, le capital de 1000 milliards de dollars, entièrement financé par la Chine. Elle a les moyens, elle peut le faire. Les 1000 milliards, c'est quand même le plus grand projet au monde depuis très longtemps, hein, depuis le plan Marshall, par exemple. Donc, ça ressemble un peu à un plan Marshall. Il y a beaucoup de réminiscences hein, dans ce plan chinois, parce que les Chinois copient beaucoup. Il y a dans ce plan chinois beaucoup de sinuosités, hein, c'est-à-dire des spécificités chinoises, et puis il y a beaucoup d'emprunts à ce que les Européens ou les Occidentaux ont fait depuis quelques siècles. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, pour le comprendre, ce projet, il faut revenir un peu en arrière. Ça, c'est très beau, donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité, je n'ai pas résisté plutôt, à la tentation de vous le montrer, mais c'est complètement faux. Hein. Et c'est écrit, hein, une ceinture, une route, en chinois, comme vous pouvez le lire. Hein, le trait horizontal signifiant I, qui veut dire un. Alors, je vais vous passer quelques grandes lignes, on reviendra dessus très en détail après, mais je vais vous passer les grandes lignes. On a effectivement ce courant rouge, hein, comme vous le voyez, courant rouge qui part de la Chine, là, et puis qui, avec les 5 étoiles du drapeau chinois, dans le fond, qui veut s'étendre sur le continent asiatique. C'est impressionnant, non? Vous n'avez pas l'air impressionné. Et le symbole au bord, du BRI, là, à Pékin, ben c'est ce pont doré, que vous pouvez admirer à côté du 3e périphérique nord de Pékin, pas loin du nid d'oiseau où avaient lieu les Jeux Olympiques. Ils ont bâti ce truc tout doré qui symbolise donc, c'est bizarre, un pont. Hein. Pourquoi un pont? C'est une question que je lance comme ça, parce que c'est pas vraiment un pont hein, qui est dans ce que j'ai compris. Mais bon, le symbole, c'est un pont. Voilà, on a du baratin à côté, mais ça n'a pas grande importance. Alors, la première idée qui vient quand on voit cette affaire-là, à côté de cette carte qui représente le commerce maritime mondial, le commerce mondial, hein, puisque 95% du commerce mondial se passe par la voie maritime, vous voyez bien, et la flèche noire que j'ai rajoutée là-dessus, cette volonté de chanter, hein, de couper, de raccourcir, hein, et de siniser, puisque ça viendra de Chine, hein, de siniser les voies du commerce mondial. Donc ça, c'est très frappant, parce qu'on voit tout de suite, à travers cette flèche noire, que le projet chinois, il a quand même du sens. Alors on va maintenant s'échapper un peu sur la route de la soie, telle qu'elle a été définie antérieurement, historiquement, pour voir que, bien sûr, elle est essentiellement terrestre. Elle est géographiquement impraticable, pour dire les choses réellement. Elle est initialement chinoise, mais, et on le verra bien, c'est que la clé, c'est l'Asie centrale et c'est pas la Chine. Hein. On va voir ça sur les cartes géographiques. Et à partir du XVe siècle, on regardera ça dans la deuxième partie tout à l'heure, elle a été complètement supplantée par la circumnavigation, par les découvertes océaniques, hein, et par les Hollandais, les Anglais, qui ont totalement orienté le commerce mondial de la voie terrestre à la voie maritime. Et le projet au bord, je vous en ai parlé. Alors, on va faire un peu de géographie. Il paraît que ce n'est pas la spécialité des Français. Moi, j'aime beaucoup la géographie, donc je vais me permettre de vous en faire un peu.
D'abord, pour rappeler que l'Empire chinois, c'est 10 millions de kilomètres carrés, mais c'est 10 millions de kilomètres carrés qui sont totalement isolés à l'est pardon, du continent eurasiatique. Et à l'ouest, Pékin est quelque part par là, hein, à l'ouest, vous avez le plateau du Tibet, et à l'ouest du plateau du Tibet, vous avez une série de montagnes qu'on va voir plus précisément à la vue suivante, qui isolent complètement la Chine de l'Asie centrale, avec des passages, des cols, voilà, avec des cols qui se situent dans l'Hindoukouche, au pied du Pamir, ou les Tian Shan, qui veut dire les monts célestes, hein, qui se situent entre 3005 et 4000 mètres d'altitude, les cols. On ne sort pas de Chine par l'ouest sans passer à 4000 mètres. Donc ça explique quand même, l'histoire qu'on va voir s'explique par la géographie. Et tout le bassin qui représente aujourd'hui le Xinjiang, hein, c'est-à-dire la région autonome du Xinjiang, Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière. C'est nouveau, tiens, frontière. Nouvelle frontière. Ce Xinjiang fait 1 600 000 km². 3 fois la France, le Xinjiang. Et le Xinjiang, c'est du caillou et du sable. Bien sûr, il y a des oasis, sur 1 600 000 km². Il y a des petites Suisses partout, hein, pour faire plaisir à Tony. Il y a des petites Suisses un peu partout, donc c'est pas du tout une région totalement déshéritée. Il y a 25 millions d'habitants dans le Xinjiang, pratiquement 60% de Ouïghours, c'est-à-dire des turcophones musulmans, des descendants des turco-mongols, qui haïssent les Han, dont ils sont les ennemis depuis 3000 ans. Les ennemis depuis 3000 ans. Il faut le savoir, ça. Donc voilà, les débouchés de la Chine, c'est ici vers le Kazakhstan, donc au pied de l'Altaï, hein, les montagnes de l'Altaï, et puis la passe de Korgos et les passes de Kashgar, où nous allons aller bientôt, et les passes de Kashgar qui sont effectivement le bout du monde. Donc ça, il faut l'avoir vraiment en tête. Sortir par l'ouest de la Chine, faut le vouloir. Pourquoi on est tout le temps en arrière, ce truc? Bon, là, c'est uniquement pour synthétiser ce que je viens de vous dire. Dans un cercle noir, la région sur laquelle débouchent les 3 verrous, c'est la région située entre les monts Célestes, les Taishan, et la mer Caspienne. C'est ce qu'on appelle l'Asie centrale. Donc, sortir de Chine, c'est pas simple. Deuxièmement, on débouche sur une région gigantesque. Tous les pays en restant, Kazakhstan, Afghanistan, Turkménistan, Ouzbékistan, et j'en oublie, qui sont des pays immenses. Et ça, c'est le problème. C'est un deuxième problème géographique. Et puis le problème géopolitique. Une fois que vous êtes sorti du rouge chinois, vous rentrez dans le noir de l'Asie centrale, avec la mer Caspienne qui est quand même pas le lac Léman, hein, c'est un peu plus grand, qui pose aussi un problème, d'autant que derrière la mer Caspienne, il y a les monts du Caucase. Donc les itinéraires, pour sortir d'Asie centrale, ne sont pas simples non plus. Donc vous voyez que le président Xi Jinping, s'il veut passer par là, il faudra qu'il mette des moyens et de la bonne volonté. Voilà pour ce petit tour géographique qui me paraissait essentiel de vous faire. Donc je vais traiter maintenant assez rapidement. Enfin non, je ne peux pas faire rapidement. Hein, la première partie, pour moi, est passionnante parce que c'est l'histoire de la route de la soie. Hein. C'est donc, pendant 2000 ans, tout est passé par là. Les idées, la soie, bien sûr, les épices, les métaux, l'ivoire, le coton, tout ce que vous voulez. Tout est passé par là. Deuxième partie, le brave Christophe Colomb, qui va chercher la Chine plein ouest et qui tombe sur l'Amérique. Mais c'est bien la Chine qui cherchait. Hein. Il voulait déjà raccourcir la route de la soie. Et il avait même, dans sa caravelle, pris un interprète de chinois, de mandarin. Donc ce transfert total de la route terrestre vers la route maritime. Et puis, une troisième partie, qui sera ce que vous voudrez qu'elle soit, courte ou longue, selon votre état d'épuisement et le mien. C'est le projet du sieur Xi Jinping.
Alors, c'est très processionnel que je fais, hein. C'est peut-être pas très moderne, mais c'est comme ça que j'ai appris. Donc, première partie, l'axe du monde pendant 2000 ans. On va voir 4 petites étapes rapidement. Ceux qui ont initié la route de la soie, la vraie route chinoise pendant 8 siècles, 9 siècles, les problèmes de l'Asie centrale et les crises de l'Occident jusqu'au XVe siècle. Les précurseurs. Bon, on va les voir rapidement. Homo sapiens est passé par là. Il ne savait pas que ça s'appelait la route de la soie, mais il l'a quand même emprunté, et il n'y avait pas de soie à l'époque. Et puis les Perses et Alexandre. Les migrations d'Homo sapiens, je vous passe ça assez rapidement. L'homme de Pékin date d'il y a 600 000 ans, mais ce n'était pas un sapiens, c'était un erectus. L'Homo sapiens, il est passé exactement à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure, et donc il avait du courage, parce que vêtu de sa peau de bête, il est monté à 4000 mètres d'altitude, hein, et il a dû laisser des plumes, hein, si je puis dire, dans le passage, mais ça s'est effectivement passé à cette époque-là, et par la même route que celle que je vous ai indiquée. La clé de l'Asie centrale au VIe siècle avant notre ère, c'est le fameux empire de Cyrus, hein, l'empire perse, qui recouvrait après toute la région qui était entre effectivement la Chine actuelle, l'Afghanistan si vous voulez, et puis la Méditerranée orientale. Cyrus était riche, tout le monde le sait très bien, hein, l'archéologie nous le dit, l'histoire nous le dit, l'empire perse des Achéménides a commencé par Cyrus puis Darius, était d'une richesse fabuleuse. Et les Darius ont construit Persépolis, etc. Donc cette région était bien centrale et il y avait déjà beaucoup de trafic et de commerce dans cette région-là. L'empire des Darius, il couvrait encore plus de terrain que l'empire de Cyrus et il recouvrait pratiquement tout le Moyen-Orient et toute l'Asie centrale actuelle. Au IVe siècle avant notre ère, vous connaissez tous l'épopée d'Alexandre, qui justement, comme Darius voulait le chatouiller la narine en Macédoine, hein, et Alexandre a pris le mort aux dents, et puis est allé se battre dans une épopée incroyable contre Darius, et a conquis exactement tout l'empire perse, et s'est arrêté à la dernière ville qu'il a baptisée Alexandria, à côté de Kashgar. Et il n'est pas passé en Chine, à cause de la géographie. Et il est redescendu sur l'Indus, il ne l'a pas franchi, s'il l'a franchi tout seul, mais son armée n'a pas voulu suivre, parce que ses généraux lui ont dit « Alexandre, ça suffit, hein. On est loin de la maison, on veut rentrer, voir nos femmes, nos enfants, etc. Hein, ou leur en faire, hein, parce qu'il y a très longtemps qu'on est parti. » Cet empire d'Alexandre est passionnant, parce que les traces de la civilisation grecque sont toujours sur place, hein. Il a imprimé la civilisation grecque dans toute l'Asie centrale, et en particulier quand ils ont décidé de redescendre, lui, sur l'Indus, il a laissé en place beaucoup de ses généraux qui sont restés comme gouverneurs de provinces, puis rois, et qui ont fondé des dynasties dans toute l'Asie centrale, puis en Égypte, hein. Cléopâtre descendant, comme chacun le sait, d'un général d'Alexandre. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, et c'est pas le club Aristote qui me démentira, Alexandre s'est baladé effectivement dans ce coin-là avec les idées d'Aristote, et toutes les idées, on le verra tout à l'heure, toutes les idées de l'Occident, ou du Levant, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, sont toutes passées à l'est, vers la Chine, par ses conquêtes, à commencer par celle d'Alexandre. On verra les religions après, dans un autre mouvement. Donc il faut aller vite là-dessus. Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est, de l'autre côté, la naissance de la route chinoise. Ça a commencé au IIe siècle avant notre ère. Les Chinois étaient embêtés, hein, c'est le moins que je puisse dire, par des gars qui étaient à leur nord, qui s'appellent les Xiongnu. Les Xiongnu, ce sont les Huns. Ce sont nos Huns, c'est nos Attila à nous. Mais c'est leurs cousins chinois, hein, qui s'appellent les Xiongnu.
Et les Xiongnu, qui étaient des Mongols, hein, n'arrêtaient pas d'envahir hein, l'empire des Han, l'empire chinois, et donc ça a provoqué de la part du premier empereur, Qin Shi Huangdi, la construction de la Grande Muraille, hein, qui est là, pour essayer de s'en protéger. Mais il a eu une autre idée, enfin c'est un de ses successeurs, l'empereur Wudi a une autre idée, c'est d'envoyer un de ses grands diplomates, qui s'appelle Zhang Xian. Il y a eu de trop dans le Xian, excusez-moi, c'était une faute d'orthographe, d'aller reconnaître la région ouest et surtout d'aller voir les gens qui s'appellent les Yuezhi. Les Yuezhi, c'est les gens qui habitent ici. C'est l'Ouzbékistan, ou le Turkménistan, c'est la Bactriane hein, des Grecs. Pour essayer de créer une alliance de revers hein, contre les Xiongnu. Alors Zhang Qian, il est parti pendant 15 ans. Il a traversé le Hachi, effectivement, et puis au milieu du Hachi, du corridor, là, du Gansu actuel, il est tombé sur les Xiongnu qui l'ont fait prisonnier. Et il est resté 12 ans prisonnier. Et ils lui ont filé une femme, des enfants, enfin tout ce qu'il fallait pour survivre. Et au bout de 12 ans, le roi mongol Xiongnu qui l'avait fait prisonnier est mort. Il y a eu un peu de désordre chez les Xiongnu, et Zhang Qian en a profité pour se carapater avec femme et enfants. Et accomplir sa mission. Il est allé chez les Yuezhi, 13 ans après. Et les Yuezhi, pas du tout d'accord pour faire une alliance avec les Han, c'est trop loin, on va être en bon terme avec les Xiongnu, il n'avait pas tort. Mais Zhang Qian loupe sa négociation, mais repère, c'est les Yuezhi, un truc formidable, les chevaux. Les Yuezhi étaient des grands éleveurs de chevaux, et de grands chevaux, pas des petits chevaux mongols ras du sol, hein, des grands chevaux qui transpiraient le sang, qui s'appelaient des chevaux célestes. Donc il est rentré dardard, si je puis dire, pendant 2 ou 3 ans, il s'est fait refaire prisonnier, au passage, donc il a reperdu 2 ans, il a réussi à s'échapper, et il est enfin rentré à Xi'an, voir l'empereur Wudi, et lui rendre compte, 15 ans après, l'empereur était toujours vivant, et il lui a rendu compte qu'il avait loupé la négociation, mais qu'il y avait des chevaux. Alors les chevaux, c'est quoi? Ben, c'est la clé. C'est la clé de la cavalerie. Et dans un pays qui n'a pas d'élevage de chevaux, comme la Chine, qui n'a pas d'élevage du tout, parce qu'il n'y a pas de place pour en faire, hein, eh bien, il faut des chevaux. La cavalerie de Wudi, c'était 180 000 cavaliers. Donc les cavaliers présents ici savent qu'il faut X chevaux par cavalier, au moins 2. Hein. Et donc vous vous rendez compte la masse de chevaux qu'il faut importer de chez les Yuezhi et autres clients pour, etc. Et comment on paye les chevaux? Et bien, la seule solution, c'est la monnaie de l'époque, pour les Chinois, des rouleaux de soie. Un rouleau de soie, ça fait 36 mètres de soie, sur 1,20 m de haut, et c'est le lingot d'or habituel. Je ne sais pas combien de chevaux on a pour un rouleau, ils ne me l'ont pas dit. Hein, bon, on doit pouvoir trouver ça chez les savants, dans les archives. Mais c'est très intéressant de savoir que la route de la soie, elle a démarré là. Elle a démarré rouleau de soie contre chevaux. Et chevaux pour monter la cavalerie de l'empereur Wudi pour pouvoir faire pièce aux Xiongnu. Hein. Et donc la diplomatie a échoué, mais la cavalerie a réussi. Parce qu'effectivement, Wudi a battu hein, l'armée Xiongnu à plusieurs reprises. Voilà, comme ça, c'est une petite histoire assez amusante. Il y a un deuxième type qui est important dans la vue précédente. Il s'appelle Ban Chou. Ban Chou, c'est un général chinois qui avait, comme à l'époque, un peu d'indépendance. Hein, tous les généraux, c'est hélas bien terminé. Et qui a été envoyé pour essayer de mettre de l'ordre dans le Xinjiang actuel. Et Ban Chou, qui avait beaucoup d'idées à la Liu Tè, j'allais dire, ou à la Gallieni, a colonisé, au IIe siècle de notre ère, a colonisé toute cette région qui va de Dunhuang, dont vous voyez une vue ici, et où nous devons aller bientôt aussi, hein, de Dunhuang, qui est situé au pied du désert de Gobi, qui est la frontière, le poste frontière chinois, jusqu'à, comme vous le voyez en chinois, jusqu'à Kashgar, hein, donc toute cette partie-là. Il l'a colonisé en mettant des postes dans toutes les oasis
et puis en créant des forteresses aux endroits clés, hein, comme tout bon général stratège qu'il était. C'est lui donc qui a colonisé cette région qui était une région ouïghour, déjà turco-mongole, qui n'a rien de chinois, et d'ailleurs elle n'a toujours rien de chinois, et elle est un peu extravagante, hein, au sens propre du terme, par rapport à la Chine. Donc voilà, au IIe siècle, ce que donne à peu près la Chine. Vous avez l'empire des Han, et puis vous avez cette excroissance tout à fait artificielle, qui est le Gansu et le Xinjiang actuel, que sont ces deux provinces actuelles. Voilà, on le voit mieux comme ça, on voit mieux le couloir avec Dunhuang. Hein, la capitale, c'était Chang'an, qui s'appelle Xi'an aujourd'hui, puis Luoyang à partir du IIe siècle jusqu'au IXe. Et la clé, c'est Dunhuang, à partir de laquelle on s'engage dans le corridor du Gansu, et puis dans la dépression du Tarim, etc. Enfin, regardez les cartes de géographie, ça vous apprendra tout ça. Voilà, et donc la route chinoise, c'était celle-là, qui menait donc de Xi'an, capitale de la Chine, par mon bled préféré qui s'appelle Kashgar, à travers Samarcande, Téhéran, Palmyre, et qui débouchait sur Antioche. Voilà. Le bout de la route de la soie, c'était Antioche. C'est là qu'arrivait la soie, l'encens, les myrtilles, les figues, le caramel, enfin tous les trucs, l'or, l'argent et le jade. Le jade. Plein de trucs très, très sympas. Et voilà les fameux chevaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, dont on voit toutes les figurines des Tang, hein, du 7e, 8e siècle. Les chevaux célestes, les magnifiques chevaux, et que les Chinois ne produisent pas. Voilà, Venise est apparue plus tard, et le débouché, c'était la Méditerranée orientale. Et vous voyez bien sur cette carte qu'une fois qu'on sortait de Chine, bah, il fallait bien être copain avec les gars qui étaient au-delà, parce que c'est eux qui assuraient soit la sécurité, soit même le transfert physique, hein, des produits. Alors, puisqu'on parle des routes de la soie, autant parler de la soie. Hein, vous en savez probablement plus que moi sur le sujet. Bon, c'était le secret chinois. C'était le secret chinois. Les Chinois avaient découvert et exploité le Bombix depuis des millénaires. Et la soie était un produit extrêmement luxueux, mais qui produisait en très grande quantité, et il était totalement interdit de vendre le secret. C'était le secret de la Chine. Mais voilà qu'au 5e siècle, en 420, une princesse chinoise, promise à un roi Xiongnu mongol, je ne sais pas trop quoi, du Nord, reçoit un émissaire de son futur époux, qui lui dit, tu sais, le roi est sympa, mais si tu es sympa avec lui, il sera encore plus sympa. Hein, vous voyez le discours. Hein. Et elle dit, bon, quid, bah, écoute, si tu peux nous apporter quelques cocons de soie, eh bien, le roi sera vraiment très très content. Alors la princesse a fait ses bagages, ses malles, ses valises, et puis est partie avec ce machin en direction de Dunhuang, le fameux poste frontière. Et avant de partir, elles avaient des coiffures très en hauteur, des grands chignons, des grands trucs, etc. Hein, regardez sur les estampes chinoises. Elle a glissé quelques cocons de soie dans sa chevelure. Et arrivé au poste de frontière, fouille générale par la douane, vous pensez bien, mais la princesse, respect. On ne tripote pas à la princesse impériale. Donc, la princesse, sur ses petits petons, est passée à travers la douane, tranquillos. Voilà. Donc, le secret de la soie est passé, mais c'était pas grave. Il est passé chez les copains, enfin les coquins d'à côté. Et une autre histoire qui est encore plus intéressante, c'est le fameux empereur Justinien, le mari de Théodora, hein, le grand empereur byzantin. Vers 500, lui, il trouvait que la soie commençait à coûter cher. Ben oui, parce qu'il fallait l'acheter. Et ça valait son pesant d'or. Donc, l'or commençait à faire défaut, et Justinien décide de récupérer le secret de la soie. Et il envoie quelques moines en mission chez les Chinois, avec leurs bâtons de pèlerin et leurs dos voûtés et leurs gueules crasseuses, hein, pour aller faire de la diplomatie là-bas. Et au passage, les moines, dans leur canne, dans le pommeau de la canne, glissent quelques cocons, les ramènent à Constantinople. Justinien est très content, je ne sais pas les cadeaux qu'il leur a fait, mais à partir de ce moment-là, c'est-à-dire l'an 500 à peu près, la soie est passée
non pas en Occident, parce que Constantinople, c'est l'Empire d'Orient, mais elle est passée de l'autre côté, de ce côté de la Méditerranée, hein, de notre côté de la Méditerranée. Et le secret de la Shoah est terminé. Constantinople, Byzance vont créer des champs de soie. Autour de la Caspienne, il y en aura plein. Enfin, la soie va se répandre jusqu'en France, d'ailleurs même après, enfin plus tard. Et voilà. Donc, la soie, pourquoi cette volonté de percer le secret de la soie? Parce que je viens de vous le dire, ça coûtait une fortune. Du temps de l'Empire romain, les belles romaines se couvraient de soie, et l'Empire romain s'est ruiné, littéralement. Hein, c'est Pline le Jeune qui le dit dans son histoire. L'Empire romain s'est ruiné à acheter de la soie, hein, en plus qui était entretenait des mœurs douteuses, hein, puisque les belles romaines étaient transparentes, paraît-il, sous leurs habits de soie. Voilà, vous en savez autant que moi sur la soie. Bon, voilà ce que raconte à peu près au début de notre ère, hein, les échanges entre l'Empire chinois, l'Empire romain, à travers donc des intermédiaires. Sachez que les Romains n'ont jamais dépassé la Caspienne. Hein, quand Crassus a voulu le faire, il a pris une pâtée mémorable par les Parthes. Hein. Et puis les Chinois, d'ailleurs, on voit la limite de leur influence ici. Les Chinois n'ont jamais dépassé la ligne qui est marquée. Il paraît qu'un Chinois est allé au bord du golfe Persique, on lui a dit qu'il y avait des crocodiles dans la mer, qu'il y avait des éléphants dans la mer, des trucs. Il a eu la trouille et il est rentré à la maison. Ce qui fait qu'aucun Romain n'a dépassé la Caspienne, aucun Chinois, ils ne se sont jamais rencontrés. Jamais rencontrés. C'était les intermédiaires qui comptaient. Et les intermédiaires, c'était les Perses, ou les Parthes, puis les Perses, puis plein d'autres gens. Il y avait les Kushan aussi, hein. Bon, il y a eu plein de gens dans ce truc-là, mais grosso modo, si vous voulez, les successeurs de l'Empire perse. Et ça a marché très bien. Il y avait l'Ouest, c'est-à-dire nous, le centre, les Parthes, les Perses, et puis l'Est, les Chinois. D'un ménage à trois qui fonctionnait très bien, et c'était ce courant qui a très bien marché jusqu'au 7e siècle inclus. Voilà, c'est la même en plus jolie, en plus colorée. Et on raconte même un peu toutes les villes-étapes, etc. Bon. De toute façon, comme je laisse le... Alors, il n'y avait pas que la soie et les épices, et puis les produits, les métaux qui se baladaient à travers cet itinéraire. Il y avait aussi les idées. Je vous ai parlé d'Alexandre, qui a apporté effectivement les idées d'Aristote jusqu'en Asie centrale. Et puis, il y a eu deux grands courants religieux. Le courant qu'on pourrait appeler nestorien, c'est-à-dire chrétien, grosso modo, hein, après, à partir du IIIe siècle. Il y avait même un évêque nestorien par ici, hein, une influence considérable. Et puis le bouddhisme. Le bouddhisme venant d'Inde, qui remontait donc par l'Hindu Kush et le Pamir, par ces passes-là. Hein, et c'est les moines chinois qui sont allés chercher le bouddhisme en Inde, hein, et qui l'ont ramené là. Des aventures incroyables, des romans exceptionnels. Et le bouddhisme est rentré en Chine très progressivement. Il est rentré ensuite après par le sud, par la Birmanie, l'Asie de l'Est, l'Asie orientale est entièrement couverte aujourd'hui par la religion bouddhiste qui est la plus répandue. Mais ce que je veux souligner là, c'est que si les produits viennent de Chine, la soie et autres, les idées, dans l'histoire, sont toujours venues de l'autre côté. On n'a jamais vu une idée, le maoïsme n'est pas passé par là, hein, il n'a pas besoin de ça, mais toutes les idées à travers les siècles sont passées de l'Ouest vers l'Est. Attention, Xi Jinping, attention. Voilà, dans le Xinjiang, il y avait deux itinéraires, c'est pas la peine. Voilà la toile d'araignée des routes de la soie terrestre et maritime. Bon, maritime, on faisait un peu de cabotage, donc la route a très vite marché. La route terrestre était tellement difficile, dangereuse, impraticable, risquée, que bien sûr, on a essayé de passer par la voie maritime, d'autant que la Chine orientale, la Chine de la côte Pacifique, est très riche, et qu'à partir de Canton, Shanghai, qui sont des ports extrêmement anciens, eh bien, il y avait beaucoup de produits à exporter, ou à importer d'ailleurs. Hein, et donc, par la péninsule indo-chinoise, ou malaise, et par le golfe du Bengale, il y a beaucoup de choses qui passaient aussi, mais très lentement, et avec beaucoup de pertes, hein,
dès qu'il y avait une tempête de mousson, les bateaux allaient au fond. Alors que par la voie terrestre, si on achetait, mais par la voie terrestre, il fallait savoir qu'un produit chinois qui arrivait à Byzance ou à Constantinople, et le prix était multiplié par 10 par rapport au prix d'origine. Ça coûtait cher. Alors donc ça a très bien marché pendant, on est chez les Tang, là, où il y a à peu près la dynastie des Tang, 7e, 8e siècle. Ça marche à peu près correctement jusqu'à cette époque-là, et puis l'Asie centrale va se mettre à bouger, de façon assez sérieuse, du 8e siècle jusqu'au 18e siècle, hein, 19e même. Et la continuité parfaite qu'il y avait entre l'Ouest, le Centre et l'Est, eh bien cette continuité va s'effilocher progressivement au cours des siècles, voire disparaître. Le premier élément, c'est l'expansion arabe au 8e siècle. Ensuite, les envahisseurs venant du Nord. Et puis ensuite, le grand empire mongol, hein, l'empire des Yuan, l'empire de Gengis-Khan et de Tamerlan. Alors, l'islam, une traînée de poudre, et l'islam arrive ici, à Talas, en 751. C'est-à-dire à peu près à la même date qu'à Poitiers. À Poitiers, ils sont battus, paraît-il, hein, dit la légende, en 732, hein, alors qu'à Talas, en 751, les Arabes sont vainqueurs des Chinois. Mais ils s'arrêtent quand même. Ils s'arrêtent quand même parce qu'ils savent que là, on change de monde. Hein. La géographie, encore une fois. Ils changent de monde. Et voilà, en vert, l'Empire arabe, qui ressemble terriblement à celui de Darius quelques siècles auparavant, mais qui va totalement islamiser la région, définitivement, jusqu'à nos jours, et qui va conserver les habitudes, si vous voulez, de la route de la soie, et les Arabes vont s'avérer être de très bons commerçants, hein, et faire assez bien le boulot que faisaient leurs prédécesseurs, Parthes et Kushan. Vous voyez, ils ont entretenu les voies commerciales, ils ont même largement augmenté, et comme ils avaient l'Empire arabe s'étendait jusqu'à l'Afrique du Nord, eh bien, les voies du commerce ont sillonné l'Afrique, et même l'Afrique sahélienne. Alors, les invasions des Varegs, les Varegs c'est les Vikings c'est les Russes, hein, c'est le même mot, bon. Venant du Nord, ont cet intérêt que, en descendant vers la mer Noire, ils ont coupé la route, en fait, aux Mongols. Et ils ont sauvé l'Europe, probablement, de l'invasion mongole dans les siècles qui ont suivi. Mais les Vikings n'ont pas que des qualités, ils ont aussi quelques défauts. Ils ont transformé la route de la soie en route des esclaves. Ils sont passés dans cette région au nord de la mer Noire, où ils ont pris beaucoup d'esclaves, c'est pour ça que ces peuples s'appellent des Slaves aujourd'hui. Et les belles Slaves étaient vendus à Constantinople, hein, ou à Byzance, pour aller dans le harem de l'empereur ou d'autres clients comme ça. Et ils ont apporté beaucoup de produits aussi, hein, des produits qui venaient du Nord, des produits de la mer, des fourrures, essentiellement. Enfin, on va voir, il faut se méfier des fourrures, parce qu'il y a des petites bêtes qui se glissent dans les fourrures, et quand le changement climatique pointe du nez, eh bien, les petites bêtes peuvent entraîner des épidémies. Ça ne va pas tarder. Pendant ce temps-là, au cœur de l'Asie centrale, voilà quelle était la position nouvelle, hein, au 6e, 7e siècle, des Turco-Mongols. Alors, la Chine est là, donc là vous avez le désert de Gobi, vous êtes au-dessus du Tibet, hein, dans la Mongolie actuelle, pratiquement. La Mongolie actuelle, c'est le cœur, le foyer, le centre des peuplades turco-mongols, xiongnu, tout ce que vous voulez, qui sont originaires de ce pays-là. À partir de cette région, dans les siècles qui ont suivi, les Mongols vont se déployer en conquérant d'abord tout ce qui était libre, c'est-à-dire l'Asie centrale, la Sibérie actuelle, et un peu plus tard, on le verra, la Chine qui va finir par céder, l'Empire chinois va se réfugier au sud, et au XIIIe siècle, le successeur de Kabilai, le petit-fils de Gengis Khan,
va envahir toute la Chine et faire de l'empire mongol ce que René Grousset appelle l'empire des steppes, hein, bien connu, qui était le plus grand empire qu'il y ait jamais eu dans le monde, hein, puisqu'il allait des côtes pacifiques, y compris le Japon, jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Plus grand empire du monde, et qui a été donc, puisqu'il unissait l'Est à l'Ouest, paradoxalement, qui a été une excellente route de la soie. Le trafic avec les Mongols de l'époque a été extrêmement florissant, d'autant que les Mongols ont compris une chose, c'est que les prix étaient trop élevés, et que les clients n'étaient plus solvables à ces prix-là. Donc, ils ont baissé les prix. Il a rétabli le commerce. Gengis Khan était un remarquable administrateur. Les Mongols ont deux qualités. Ils tuent tout ce qui dépasse. Hein. Donc, les pyramides de têtes à l'entrée de Samarcande, hein, ils passaient les gens au fil de l'épée par paquet de 100 000. Hein. Donc, il ne restait plus grand monde derrière. Et puis, ce sont de remarquables gestionnaires. Hein. Et pendant toute la durée de leurs empires, ils ont remarquablement géré les affaires, ce qui fait que le commerce a repris, puisque les produits étaient abordables pour les Occidentaux, pour les Européens, et ils ont réussi à les vendre. C'est l'époque de Marco Polo. Marco Polo a fait son périple en plein pendant la dynastie des Yuan, des Mongols, et on voit bien sûr l'itinéraire entre Venise par la mer Noire ou au sud de la mer Noire pendant 25 ans. Hein, il s'est baladé dans le coin. Les Mongols étaient des gens très accueillants, très aimables, quand ils ne vous tuaient pas, il fallait être copain avec eux, et au moins les règles étaient claires. Et les Mongols qui étaient sur le plan religieux assez ouverts, Kubilai, le petit-fils de Gengis Khan, l'empereur de Chine, avait dit à un émissaire qui était passé par là, mais dites à votre pape, hein, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, dites à votre pape de m'envoyer une centaine de savants, de missionnaires, de tout ce que vous voulez, parce que votre truc m'intéresse beaucoup. Alors le gars rentre, il rentre d'ici à pied, hein. Il rentre à pied pour aller jusqu'au Levant, et puis il arrive à Saint-Jean-d'Acre, hein, qui était un des relais importants, et on lui dit, bah, le pape est mort, et là, pour le moment, on est dans un interpape. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 ou pas du tout, hein, donc il n'y a pas de décision qui sera prise. Donc on a perdu beaucoup de temps, et quand le pape a été enfin élu et que ça marchait à nouveau, il a envoyé un gars pour voir, etc. Donc on a loupé le coche. Hein. L'Europe aura loupé beaucoup de coches dans cette affaire. Mais bon. Et la Chine devrait être chrétienne depuis très longtemps, hein, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a un autre empire qui est intéressant parce qu'il a succédé aux Mongols. Les Mongols ont perdu la Chine au XIVe siècle, hein, la révolte des Ming. Hein, mais Tamerlan, un des successeurs encore de Gengis Khan, a conservé un empire gigantesque avec capitale Samarcande. Samarcande avait du temps de Tamerlan 3 millions d'habitants. Après les avoir tous oxy, ils se sont refaits. Hein. Donc Samarcande, c'était bourré de... C'était comme Rome au temps de la splendeur de l'Empire romain, c'était la plus grande ville du monde, hein, Samarcande. Où il y avait des constructions phénoménales, il y avait des artistes, il y avait des artisans, des vergers, des champs, enfin, tout ça. Le climat n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui. Et l'empire de Tamerlan, avec sa capitale Samarcande, a eu un gros défaut, c'est qu'il a déclenché, pour survivre, hein, comme toujours les Mongols, il a déclenché une invasion mongole en direction, puisqu'il était repoussé par les Han ici, donc ils se sont décalés vers l'ouest, vers chez nous, et là, c'est là qu'il y a eu le problème. J'ai développé quelque chose. Non. C'est là qu'il y a eu le problème que je vais vous raconter dans 3 minutes, des épidémies et de la peste noire. Donc voilà ce qui s'est passé côté chinois, voilà ce qui s'est passé côté Asie centrale, et maintenant l'Occident. L'Occident, c'est le client. Vous voyez, le problème, c'est le client. Alors le client, il a fait d'abord les croisades. Il est allé voir là-bas, et il a été les chevaliers qui sortaient de leur trou normand, ou du Massif central, je ne sais pas, d'Auvergne, ont été complètement subjugués par la richesse orientale, hein, fascinés par le luxe de ces coins-là, rien qu'en débarquant à Constantinople,
qu'ils ont pillé et rasé, hein, premier temps, et en débarquant sur la côte du Levant, où, effectivement, là, ils ont piqué beaucoup de choses, où il y aura encore, dans quelques familles, des souvenirs qui datent de cette époque-là, qui sont planqués derrière, au-dessus de la cheminée. Bon. Mais les croisades ont eu un impact considérable sur la route, parce qu'elles ont bloqué la route. À partir du moment où on faisait la guerre, hein, dans cette région-là, c'est-à-dire le point d'aboutissement des routes de la soie, ou des routes du commerce, et bien les croisades ont bloqué le système. Ah, voilà le deuxième point. C'est l'expansion mongole. Elle a été bloquée au nord par les Russes, indiqué, mais elle s'est développée à partir des années 1340-1350, anticipant ce qui se passe un siècle plus tard, c'est-à-dire la prise de Constantinople. Et c'est au siège de Kaffa, qui est ici en Crimée, hein, actuelle, sur la mer Noire, en 1347, je crois, ou 48, que Kaffa ne se rendant pas, les Mongols, très énervés, ont décidé de mettre des cadavres pestiférés dans les bombardes. Donc ils ont bombardé Kaffa avec des cadavres pestiférés. Ce qui devait arriver, arriva, hein, et la population de Kaffa mourut. Hein, et les Mongols s'emparèrent de Kaffa et du reste. Mais la peste était partie. Hein. Or, elle n'est pas partie seulement de là. Comment est-elle partie, cette peste? Elle est partie d'un réchauffement climatique probable et de la descente des Mongols de quelques degrés vers le sud. Donc les petites bêtes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui roupillaient tranquillement dans les fourrures, hein, ou dans les tignasses des individus, les petites bêtes se sont réveillées. Les puces. Voilà. Et c'est comme ça que l'Europe, en quelques années, une traînée de foudre, ou une traînée de peste, en quelques années, l'Europe a perdu la moitié de sa population. La moitié. Il y avait 100 millions d'Européens, 50 millions sont passés à la trappe. Donc, ça fait des clients en moins. Mais il paraît que c'est l'origine du capitalisme. Donc ça, c'est un autre discours. Mais ça veut dire que ça a été absolument une catastrophe pour l'Occident, qui s'y est pas ruiné, mais qui a perdu, effectivement, toute sa splendeur, on peut dire, du haut Moyen-Âge. Et la suite de l'histoire, c'est qu'effectivement, dans la foulée, c'est l'Empire byzantin s'est écroulé, hein, sous la poussée des Mongols, et que ce sont les Turcs, hein, les Ottomans, les Turcs qui ont pris la place, et qui ont pris la place pour couper la route entre l'Europe méditerranéenne et la Chine. Puisque les Ottomans se sont opposés aux Perses tout de suite, et ont fait à peu près ce qu'on connaît bien au Moyen-Orient aujourd'hui, conflit entre les uns et les autres, hein, depuis cette époque-là. La route était coupée. Du côté chinois, revenons du côté chinois, début du XVe siècle. Les Ming ont pris le pouvoir en Chine, et le premier empereur, Yongle, de la dynastie des Ming, dit à son esclave préféré, l'amiral Zheng He, hein, qui était un musulman, un mongol musulman, ouais, d'origine, et le nom d'amiral de sa flotte, il lui fait construire des petits bateaux de cette taille-là. Là, vous avez la caravelle de Christophe Colomb, d'un côté. Hein. Donc, des bateaux qui font à peu près 20 fois la caravelle de Christophe Colomb. Hein. Ils font 120 à 150 mètres de long. Hein. Donc, les grands conteneurs actuels n'ont rien inventé. Et Zheng He, pendant une quinzaine d'années, à la tête d'une flottille extraordinaire, avec 30 000 types, hein, 30 000 marins, va sillonner les mers du Sud, mer de Chine méridionale, Golfe du Bengale, océan Indien, pour faire de la diplomatie, apporter des présents, récupérer, etc., et obtenir le tribut, hein, c'est-à-dire comment dire, la vassalisation, hein, auprès de l'empereur de Chine de tous les gens qu'il rencontre. Ça marche pendant 15 ans, et le gars rentre à la maison en 1431, c'est l'époque où l'empereur construit la cité interdite, 1431. C'est la mort de Jeanne d'Arc, vous voyez, et convoque Zheng He à Pékin, qui était redevenu la capitale de la Chine, et lui dit hein, de courant. On entend un courant. Bon, je vais parler. J'ai entendu un claque.
Et donc l'amiral Zheng est obligé de détruire sa flotte, de détruire tous les bateaux, tous les plans, etc. Et la Chine des Ming, dès le début du XVe siècle, c'est très important ça pour aujourd'hui, se replie sur elle-même. Elle ferme les écoutilles. Partout. Pourquoi? La menace toujours des Mongols au nord, les problèmes intérieurs. La Chine a déjà 300 millions ou 400 millions d'habitants à l'époque. Donc les problèmes intérieurs ne doivent pas être tristes. Les révoltes intérieures, il ne faut pas oublier que la dynastie Ming vient de s'installer. Il y a 40 ans ou 30 ans. Donc c'est une dynastie toute fraîche, toute jeune, et qui veut régler les problèmes intérieurs de la Chine, qui sont toujours, comme aujourd'hui, insurmontables. Donc la Chine se ferme. L'Occident a des problèmes, et l'Asie centrale est en bisbille. Merci beaucoup. Oh, formidable. Donc, deuxième partie. Oh, j'ai déjà mis une heure. Bon, ben on va aller vite. Parce que la deuxième partie, vous la connaissez, c'est le transfert vers le Nouveau Monde. Et le déclin des routes terrestres, on a déjà les éléments, je viens de vous les donner, du déclin, mais la circumnavigation, la découverte, enfin, le gouvernail des Sambouk, la boussole, Christophe Colomb, Magellan, Vasco da Gama et compagnie, vont tuer complètement les routes terrestres, puisqu'ils vont découvrir quelque chose de plus rapide, et ils vont surtout pouvoir faire un truc formidable. On va passer directement. Voilà, la circumnavigation, telle que les... vous voyez, vous avez Marco Polo, qui a fait son petit truc il y a 2 siècles, là, ou 3 siècles, et puis vous voyez les routes nouvelles, que des grandes découvertes, qui vont changer complètement la face du monde, et qui vont organiser le monde moderne, le monde actuel. Ce monde actuel que M. Xi Jinping voudrait changer. Ça date donc de 1492, le monde sur lequel on est. Alors je passe rapidement là-dessus, encore que ça soit passionnant, mais les Espagnols vont trouver en Amérique du Sud de l'or, l'or du Pérou. L'or du Pérou qui a construit le château de Versailles, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, qui a construit tous les châteaux espagnols, hein, qui sont fantastiques. Il faut voir l'abondance. La crise monétaire européenne était très profonde à cette époque-là. On n'avait plus un sou. On a eu la peste noire, la guerre de 100 ans, donc on était tous ruinés. Et l'or des Amériques arrive. Donc une encaisse métallique incroyable, ça tombe du ciel, et donne un pouvoir d'achat aux Européens, aux Espagnols d'abord, ça va passer aux Hollandais ensuite, qui sont de bons marins et qui vont, avec les Portugais, se partager le monde. Hein. Le traité de Tordesillas, c'est bien connu, hein, et ils se partagent le monde. Et avec le fric qu'ils ont, peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, et le revendre, etc. Et donc, le double déclencheur de la circumnavigation et de l'or des Amériques va faire redémarrer un commerce mondial qui donne effectivement le XVIIe, le XVIIIe siècle européen. Il ne faut pas chercher non plus chez nous notre travail à nous autres. Des circonstances extérieures qui font que l'Europe devient effectivement le centre de toutes les découvertes techniques, du progrès, de l'intelligence, de la littérature, etc. C'est l'or des Amériques et la circumnavigation. Les pays qui en profitent le plus, c'est bien sûr les Hollandais, qui sont à la fois de bons marins et de bons commerçants. Donc ils vont jeter des ancres, des hameçonnages assez loin, notamment en Indonésie. Mais ils ont le relais pris très rapidement par les Anglais, qui eux, non seulement sont de bons marins, de bons commerçants, mais de bons colonialistes aussi. Donc là, ils ont les 3 qualités, et ils se créent un empire. La fameuse Compagnie des Indes est hollandaise la première, et la Compagnie des Indes orientales est anglaise, et c'est elle qui est pratiquement, c'est le GAFA d'aujourd'hui, hein, la Compagnie des Indes. C'est Google, puis Amazon, puis c'est la première puissance du monde, la Compagnie des Indes, à l'époque, en termes capitalistiques. Cette histoire de la colonisation, elle va s'exprimer pour 2 pays, pour 2 puissances de façon particulière, et ces 2 puissances vont être à l'origine de pratiquement tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. L'Empire russe et l'Empire britannique. Parce que ces 2 empires se retrouvent en confrontation, en conflit en Asie centrale. Ils se retrouvent dès le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, et surtout au XIXe siècle. Là, on le voit sur ces cartes, hein, les Anglais essayent de pousser au-delà de le Baloutchistan, c'est le Pakistan, donc vers l'Afghanistan, toujours l'Afghanistan, hein, c'est la clé. Et on voit bien que les Russes ici
à travers le Kazakhstan, descendent aussi vers les mers chaudes, qui est leur ambition millénaire. Donc, ces deux pays vont se retrouver en conflit et vont couper. Alors là, si elle avait encore du sens, la route de la soie, elle est complètement coupée. Voilà, on voit encore mieux ici, avec les Anglais qui veulent remonter et les Russes qui descendent et qui coupent, et qui prennent en tenaille, littéralement, la région qui est l'Afghanistan, Tadjikistan aujourd'hui. Et cette confrontation russo-anglaise est une des causes lointaines de la guerre de 14, puisque les Anglais ne voulaient à aucun prix qu'on puisse toucher à la route des Indes et au pétrole, parce que leur flotte commence à marcher au pétrole à partir de 1910-12, et au pétrole qui commençait à récupérer ici. Donc la route était sacrée. Ils touchaient et les Russes n'avaient pas le droit de bouger dans le coin. Donc ça fait quand même beaucoup de pays qui commencent à s'accumuler dans la région et à avoir des oppositions. Et cette colonisation va si loin qu'effectivement, déclencheur britannique encore, des guerres de l'opium, pour vendre leur thé, les Chinois réclament d'être payés en argent métal. Les Anglais n'ont plus d'argent métal ou pas assez, et les payent en opium. Les obligent à accepter l'opium. Les Chinois n'acceptent pas, les Anglais les envahissent. C'est ça les guerres de l'opium 1840. Qui vont déboucher sur la suggestion de la Chine jusqu'en 1911, jusqu'à la fin de l'empire des Qing, la suggestion de la Chine découpée entre les Russes, les Japonais, les Allemands, les Français, qui ai-je oublié? Les Anglais. Ah ben bien sûr, c'est les Anglais qui prennent la meilleure part, effectivement. Et ça aussi, eh bien, cette vue-là, c'est à l'origine du projet Cité de Pays. Parce que cette suggestion, cette humiliation de 1840, vous pouvez faire ce que vous voulez, raconter ce que vous voulez aux Chinois, ils ne l'oublieront pas, et ça ne... en plus, la propagande leur assène tous les jours. C'est exactement comme si on allait en Italie tous les jours, nous disant Jules César, le salaud, avec Vercingétorix. Bon, c'est du même ordre, mais c'est quand même comme ça. Et d'ailleurs, la caricature est assez parlante. Ah, vous savez, puisqu'on y est, au passage, cette péninsule qui s'appelle le Shandong était allemande, en partage. En 1919, traité de Sèvres, les Allemands ont perdu, on leur pique le Shandong. Et savez-vous à qui on l'a donné? Au Japon. Et oui, et le 4 mai 1919, les étudiants de Pékin se sont rassemblés sur la place Tiananmen pour protester et ont créé le parti nationaliste qui est devenu le Parti communiste chinois. L'origine est là. Vous voyez, encore une sottise des traités de Versailles, de Sèvres et Trianon réunis. Bon, au Proche et Moyen-Orient, je vous fais grâce des rivalités de la guerre froide, vous les connaissez, les nouvelles routes de la soie. Donc aujourd'hui, voilà le projet, voilà le baratin de Xi Jinping. Bon, enfin, c'est la langue de bois et la propagande réunie, donc ça n'a pas grand-chose. Voilà, mais je vous le montre quand même, parce qu'il dit que des choses charmantes. Mais ne croyez rien de ce qu'il raconte, parce que c'est pas complètement vrai, à mon avis. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut sortir la Chine, il veut désenclaver la Chine. Il veut désenclaver la Chine. Et par rapport aux routes maritimes de terre, ces trois flèches rouges, effectivement, indiquent des voies qui, pour les retrouver, il faut remonter, effectivement, à ce que je viens de vous raconter sur l'Antiquité. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé dans l'Indus, et il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme je viens de vous le dire, en Asie centrale. Alors, passons vite. Des schémas, vous en avez plein. Voilà, une autre que j'aime bien, parce qu'il synthétise, il caricature très bien le projet chinois d'aujourd'hui. 6 voies en noir, 6 voies terrestres, et puis le collier de perles au sud, ce qu'on appelle le collier de perles par la voie maritime. Voilà le projet au bord. Bon. Il y a 2 clés. La clé du Xinjiang, que je vous ai indiqué tout à l'heure en géographie, et la clé de la frontière lao-vietnamienne, pour descendre au sud. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, le père Xi Jinping, en fait? Moi, je cherche. Ça, c'est de l'opinion personnelle. Enfin, elle est fondée. Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Premièrement, il a plein de problèmes internes. Et deuxièmement, il a plein de problèmes externes. Alors, prenons-le dans l'ordre. Les objectifs chinois internes. Sur cette carte, qui est extraordinairement parlante, vous avez la richesse chinoise. Là où elle est. En brun. En marron. Elle est là. Tout ce qui est en vert et en vert clair, c'est désertique. C'est déshérité. Ils ne produisent rien. Rien. Toute la richesse chinoise est là. Et elle est donc entièrement exportée vers la mer ou importée les matières premières. Tout est concentré sur les 10 premiers ports du monde aujourd'hui. 8 ports sont chinois. 8 sur 10 aujourd'hui. Ningbo, vous n'avez jamais entendu parler de Ningbo, au sud de Shanghai. Hein, 15 millions d'habitants, 4e port du monde. Ah ouais. Incroyable. Première idée, depuis 30 ans, les Chinois n'ont qu'une seule idée dans la tête, le fric. Yuan, ça se dit yuan. L'argent, l'argent, l'argent. Ils n'ont rien eu pendant 50 ans, donc ils se rattrapent maintenant, et c'est-à-dire quand ils se débrouillent bien. Ils en ont pas mal. Ils pensent qu'à ça. Il n'y a aucune idée en Chine. Ça fait 20 ans que je m'y balade, ou presque, et que les profs d'université, les intellectuels, les apparatchiks disent qu'on n'a aucune idée. Aucune idée. Il faut donc trouver quelque chose pour mobiliser le peuple chinois. C'est pas le communisme, maoïsme, marxisme qui va fonctionner, ils sont pas très accros là-dessus. Les idées occidentales, directive numéro 9, à rejeter. C'est l'ennemi, c'est l'horreur. Donc on va inventer un truc chinois. Oh bon. La route de la soie. Mobiliser le peuple. Est-ce que ça prend? J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. J'en sais strictement rien. Je suis sceptique. Parce que les Chinois n'ont rien à faire, hein, à mon avis. Enfin. Mais, en tout cas, l'idée derrière la tête de Xi Jinping, il faut remobiliser le peuple chinois sur quelque chose. Sans ça, il est foutu, lui. Il a beau se faire réélire demain matin, dans 5 ans, il ne sera peut-être pas là. Hein. Bon. Deuxièmement, je vous l'ai dit, rééquilibrer l'économie chinoise qui est entièrement concentrée à 90% sur l'Est, la rééquilibrer vers la région très pauvre, très désertique, mais très grande du Xinjiang, Gansu et compagnie. Il faut, pour employer, il y a 1 milliard, la population active, c'est 1 milliard d'habitants. Population active, hein, c'est-à-dire entre 20 et 64 ans. Il faut occuper, donner du boulot à 1 milliard de gens. Donc il faut maintenir un taux de croissance autour, c'est pour le moment de la propagande, mais je répète, la propagande, autour de 6,5. 6,5, on peut plus le faire ici. Hein. Donc il faut de nouveaux chantiers, de nouveaux grands projets, pour faire du 15% dans le Gansu ou dans le Xinjiang, pour équilibrer. Ça, c'est très important. Et puis, troisième élément, ils ont des surcapacités. La Chine produit 800 millions de tonnes d'acier. Le deuxième producteur mondial derrière, c'est le Japon, avec 90 millions de tonnes. Et puis, lisez M. Trump, acier, aluminium, Anco. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Hein, bon. Mais ils ne savent pas quoi faire. Le ciment, le bois. Alors, ils dépeuplent la planète entière, mais ils ont des surcapacités ahurissantes. Et comme dans ces entreprises d'État aux capacités ahurissantes, il y a des millions, voire des dizaines de millions d'employés, de travailleurs, on ne peut pas les licencier du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc, ils sont le couteau sous la gorge et il faut trouver des nouveaux chantiers. Hein. Donc, à mon avis, c'est tout bien trouvé. Voilà les objectifs chinois internes, mais le principal, c'est d'essayer de remobiliser le peuple. Les objectifs chinois externes, bon, il y en a qui sont évidents. La Chine n'est pas une puissance mondiale. Elle ne le sera pas avant longtemps. C'est une puissance régionale. Ce qu'elle veut, c'est être la puissance asiatique, régionale asiatique. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'il faut déjà... La Chine a toujours été enfermée. Elle n'a jamais eu d'alliés, elle n'a jamais eu d'amis dans toute son histoire. Donc il faut conquérir des alliés et des amis. Elle avait inventé, il y a 20 ans, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Elle a mis des milliards de dollars là-dedans. Ça n'a rien donné. Donc c'est pour ça qu'ils essayent à nouveau avec Obama de conquérir les pays en stand, hein, Afghanistan, etc. Où les Américains sont implantés. Ils sont en Afghanistan, et ils remettent du monde en Afghanistan.
Bon, accéder aux grands marchés, c'est une évidence par la voie directe, et les grands marchés pour eux, c'est l'Europe, premier marché mondial, et ça sera dans 20 ans l'Afrique, où il y aura 1,5 milliard d'habitants. Ce qui raconte aux 60 pays qui sont venus en mai 17 à Pékin. Regardez ce qu'on a fait en 30 ans. Aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a fait aussi bien que nous. Le modèle chinois est exemplaire. Si vous, Éthiopiens, Bulgares, Grecs ou autres Mozambicains, vous copiez le modèle chinois, dans 30 ans, vous serez riches. Et en plus, on va vous donner des yuans qui vont vous aider, le dollar ne valant rien. Hein. Le jeu est fascinant, hein. Et beaucoup de gens prêtent l'oreille à ces paroles. Et enfin, proposer une alternative au grand commerce océanique mondial qui est entre les mains, toujours, des Occidentaux, en très grande partie. Les Chinois, dans leur commerce extérieur, n'ont absolument pas les mains libres. Hein. Il faut passer par Malacca. Pour aller aux États-Unis, pas de problème, mais ils vont sur la côte ouest. Hein. Pour aller sur la côte est, il faut passer par Panama. Bon, ils sont en train de racheter Panama. Malacca, c'est Singapour, c'est des copains, Singapour. Mais quand même, la 6e flotte américaine est à Malacca. C'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais je trouve que le symbole de la pieuvre est assez bon. D'abord, il ressemble beaucoup à l'esprit chinois. La pieuvre, on avance les tentacules, là, et on les pose. Hein, et ça se fait non pas comme les Hollandais et les Anglais, par l'extérieur, ça se fait venant de l'intérieur. Donc c'est la vraie, hein, le corps de la pieuvre, la tête de la pieuvre, et puis les tentacules. Et les tentacules, on peut les pousser progressivement. Hein. C'est pas comme quand on fait de l'océanique, on ne peut pas s'arrêter en pleine mer. Il faut ancrer quelque part. Donc là, on peut avancer progressivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, vous en avez un certain nombre, tous les corridors terrestres et maritimes. Alors, ce que je voudrais, c'est attirer votre attention sur un point aussi qui est intéressant, c'est l'affaire des hydrocarbures. Vous allez comprendre tout de suite. Le Moyen-Orient et l'Asie centrale représentent 60%, et la Russie représente plus de 60% des hydrocarbures du monde. Voilà. Il n'y aurait que ça à vous dire, vous le voyez peut-être assez mal là, mais toutes les taches rouges c'est du pétrole, toutes les taches noires c'est du gaz. Donc ici bien sûr c'est connu, c'est le golfe Persique, mais la mer Caspienne, qui est le grand réservoir de demain, hein, qui est très difficile d'accès, mais qui est le grand réservoir de demain, et la source effectivement, et c'est pas très loin, vous voyez, c'est à un crayon de distance de Kashgar, c'est pas très loin de la Chine. Voilà, les réserves de gaz naturel du monde. Donc effectivement, quand on est sur le balcon chinois et qu'on voit ça, on se dit j'aimerais bien faire 1000 km de plus et y être. Et d'ailleurs, les pipes et les gazoducs commencent à être... enfin, ils commencent, sont non seulement en construction, en service. Il y a un énorme gazoduc qui va du Kazakhstan jusqu'à Shanghai, 5000 km, qui porte... je ne sais pas combien de millions de mètres cubes de gaz. Donc ça, je passe parce que je suis très en retard. Je vais vous montrer quelques exemples de routes à partir de la Chine qui sont prévues. Donc la route nord, c'est celle du Kazakhstan. Elle part donc de Urumqi, Korgos. Là, ils font un grand centre logistique avec une zone industrielle de 40 km², avec quelques usines. Et qui passe par Almaty et qui monte en Russie jusqu'à Orenbourg. C'est la voie qu'actuellement prennent les trains qui font Xi'an, Duisbourg ou Lyon même. C'est cette voie qui met 8-10 jours pour faire en train, mais avec des ruptures de charge importantes à chaque fois qu'on change de pays, hein, pratiquement, Kazakhstan et Russie. Donc ça c'est la route kazakh, avec le train. Voilà, qui est magnifique. Voilà ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Ça, c'est un vrai pont d'aujourd'hui en construction, qui doit être en construction au sud de Kashgar, dans les monts du Pamir, qu'on ira voir bientôt. Les 3 voies sud-asiatiques.
Alors, il y en a une qui part directement, Kashi, c'est Kashgar, hein, c'est la même. C'est la plus importante parce qu'elle part de Kashgar au pied du Pamir et elle va jusqu'à Gwadar, que je vais vous montrer, à travers le Pakistan. Mais elle passe par les zones du Pakistan qui sont pas très sympas pour le moment et qui, à mon avis, ne le seront pas avant longtemps. D'ailleurs, le directeur du projet chinois au Pakistan a été assassiné l'an dernier. Enfin, au mois d'octobre, hein, c'est tout récent. Ça prouve que l'ambiance avec les Pakistanais n'est peut-être pas au bon fixe tous les jours. Enfin, j'en sais rien. Ça, c'est la route birmane qui part de Kunming, la capitale du Yunnan, et qui va sur le golfe du Bengale. Mais les Birmans, en principe, sont des copains, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Et puis, une route qui est assez problématique, c'est la route du Laos. Alors, la voie ferrée est en construction, très avancée même, avec une bretelle qui va sur le Cambodge et vers la Malaisie. Mais là aussi, sur le sud, les Vietnamiens, les Laos et tous ces gens-là sont les ennemis héréditaires des Chinois. Les Chinois, ça fait 2000 ans qu'ils essayent de les envahir et les autres résistent. Il ne faut pas oublier que la dernière guerre, menée par la Chine en 1979, quand l'armée chinoise a voulu porter secours aux Khmers rouges, ils ont eu 50 000 morts. Hein, l'armée vietnamienne leur a flanqué une pâtée mémorable. 50 000 morts, pas rien. Hein. Ils sont rentrés vraiment à Pékin, tristounet. Hein. Donc, alors voilà le corridor chinois avec le port de Gwadar, qui est un petit port de pêcheurs qui avait 300 habitants et qui est en train de devenir un port en eau profonde avec des porte-conteneurs sur 3 km de quai et qui sera une base navale pour la marine chinoise. Donc ça, c'est un truc absolument gigantesque. Et alors, il y a un truc sur lequel je me permets d'attirer votre attention, c'est la voie sud-européenne. En mois de novembre de l'an dernier, à Budapest s'est réunie une commission 16+1. Et dans cette commission 16+1, le Premier ministre Li Keqiang chinois est venu faire des propositions qui ont été paraphées par les impétrants, hein, hongrois et autres, à savoir la construction entre Athènes, Salonique plutôt, et Budapest, en passant par Skopje, mais il y a une autre variante qui passe par Sofia, d'un corridor, d'une voie ferrée, en Europe. Cheval de Troie. Hein, cheval de Troie. La Commission européenne n'est pas très contente que des pays européens lui fassent un enfant dans le dos, c'est exactement ça. Mais donc c'est un sujet sinon de conflit, du moins de discussion. Effectivement, ils sont capables, ils ont mis sur la table 10 milliards de dollars hein, pour ça. La Commission ne peut pas suivre, à mon avis. Et voilà. Cette idée, vous voyez, le Pakistan, la Grèce et la Hongrie. En Éthiopie, c'est pareil. Hein, entre Djibouti et Addis Abeba, ils ont créé un nouveau chemin de fer. Le premier était français, ils ont créé un nouveau qui est 5 fois plus rapide. Et une zone industrielle à Addis Abeba qui fait je ne sais pas combien de kilomètres carrés, dans lequel il y a toutes les industries de tissage et de coton du monde. Bon. Chaque fois qu'il y a un endroit qui est faible, ça c'est Sun Tzu, c'est l'art de la guerre, hein, c'est la stratégie chinoise. Chaque fois qu'il y a un endroit qui est faible ou que personne ne bouge, ils avancent une patte. Si personne ne réagit, ils avancent la deuxième. Hein. En mer de Chine méridionale, il y a les atolls, les Spratly et autres. Bon. Les atolls en pleine mer internationale. Les Chinois sont allés faire des ronds dans l'eau, puis un jour ils sont arrivés avec du ciment, du béton, hein, puis ils ont commencé à faire des quais, puis des pistes, etc. Mais maintenant ils ont bétonné 3 îlots qui ont des pistes d'atterrissage de 1500 mètres de long. Et il y a le drapeau chinois qui flotte dessus, puis de temps en temps, il y a une garnison permanente, voilà, personne n'a rien dit. Donc ils vont bétonner les 3 suivants. Personne n'a rien dit parce que personne ne peut rien dire. Hein. Quand Poutine prend la Crimée, personne ne dit rien non plus. Hein. Donc on a aujourd'hui des potentats, qu'ils soient russes, chinois ou turcs, hein, qui mettent la main sur des trucs, comme ça, personne ne bouge. Donc ils continuent, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas. Les Chinois font exactement ça dans les ancrages, les hameçonnages qu'ils font en Europe et en Afrique. Ils mettent les pieds. À Djibouti, ben, ils ont pris notre place, tout simplement. Enfin, c'est la vie. Alors, au bord, a-t-il de l'avenir?
Sans doute, sans doute. Mais ça ne va pas être de la tarte, comme on dit vulgairement. Ça ne va pas être de la tarte. Pourquoi? Parce que l'Asie centrale, dont je vous ai longuement parlé, qui est la clé du dispositif, pas passivement. L'Asie centrale, elle était soviétique. Alors, elle est désoviétisée, mais elle est parcellisée maintenant. Il y a combien de pays en ce temps, hein? Du Kazakhstan jusqu'au Pakistan, en passant par le Tadjikistan, le Turkménistan, bon, il y en a 8. Il y en a 8 qui sont travaillés par beaucoup de choses, notamment par l'islam. La moitié des terroristes dans le monde sont de nationalité ouzbek. Donc, les talibans en Afghanistan ne sont pas loin, et au Pakistan, ils sont très là. Enfin, bon, il y a des problèmes. Il y a un problème de la drogue. L'Afghanistan est de très loin le producteur mondial d'héroïne, hein, d'opium. Donc, cerise sur le gâteau, les habitants de ces pays-là sont tous des descendants des Mongols, des Turco-Mongols, dont je vous ai montré les origines tout à l'heure. Donc, ils détestent les Han. Ils les détestent, mais comme vous n'avez pas idée qu'on puisse détester quelqu'un. Ils les haïssent. On n'y est pas encore allé à Kashgar, mais il paraît qu'au carrefour de la ville de Kashgar, fait quand même 300 000 habitants, vous avez des chars à tous les carrefours. Donc ça veut dire que quand même les Ouïghours, qui sont chez eux, sont quand même... Hein, je leur ai dit un jour, le Xinjiang, c'est votre Algérie. Et c'est exactement ça. Et ça sera leur Algérie. Les conflits du Moyen-Orient qui sont juste à côté, et qui déteignent beaucoup sur l'Asie centrale, mais qui sont là aussi une étape obligatoire. Et c'est le pays du pétrole. Bon, il y a le conflit entre les sunnites et les chiites, qui, à mon humble avis, ne va pas s'arrêter demain matin. Hein, vous avez le conflit ouvert entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre l'Iran et Israël, vous avez l'ingérence russe, vous avez l'émission turque anti-kurde, enfin vous avez de quoi hein, faire un bouquin hein, là-dessus. Donc de ce côté-là de la route ex de la soie, les Chinois ne sont pas, à mon avis, pas sortis de l'auberge, même avec le carnet de chèques. À l'autre bout, l'Union européenne. Alors là, elle est totalement absente, mais c'est normal, ça ne l'intéresse pas. Vous voulez qu'on y fasse? Notre président est allé à Xi'an, il a fait un beau discours sur la route de la soie, mais il ne voit pas très bien, à moins qu'on demande aux Chinois de nous payer le corridor Le Havre-Paris. On aurait bonne mine, hein. Mais il y en a qui y pensent. Hein, l'ancien candidat qui a fait 30 voix à l'élection présidentielle, Cheminade, mon copain, j'ai rencontré l'autre jour, il m'a raconté ça. Il m'a dit, ils vont nous payer Le Havre-Paris. Ben, je dis, heureusement qu'on ne vous a pas élu. Hein. C'est de la folie. Bon. Donc l'Union européenne, elle n'est pas du tout dans le coup. Elle a d'autres problèmes, d'abord d'exister. Et ensuite, la route de la soie, pour elle, au bord, c'est pas son truc. Alors c'est dommage, mais à mon avis, dans 20 ans, ça sera toujours pas notre truc. Alors il faut qu'on s'y intéresse, parce que stratégiquement et géopolitiquement, c'est considérable comme projet. Il faut qu'on aille à Pékin pour en discuter avec eux, qu'on les conseille, si on peut se je vois pas très bien ce qu'on peut tirer là. Bon, les Américains, d'abord, ils n'ont plus grand-chose à faire là-dedans, mais ils ont quand même des intérêts énormes. Et puis, l'antagonisme anti-chinois, chaque fois que les Chinois avancent, actuellement, il faut reculer les Américains, où que ce soit, Pacifique ou sur le continent. Donc, un beau jour, peut-être que les Américains vont avoir mal aux pieds, hein, à force de se les faire écraser. En Afrique, je leur souhaite bien du plaisir. Hein, je connais un tout petit peu. Je leur souhaite beaucoup de plaisir, même. Ils ont déjà pris des bâches monumentales, au Congo, en Zambie et autres pays. C'est pas simple. Alors, en Éthiopie, ça marche, c'est pas mal. Mais donc, vous voyez, le monde, à mon avis, n'est pas entièrement prêt. Mais, du côté chinois, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que M. Xi Jinping, qui va demain reprendre à vie, probablement, l'Empire chinois, c'est un empereur rouge, hein, maintenant complètement, a tellement de problèmes à l'intérieur, il faut qu'il s'en sorte. Il est dans une machine, pour dire le fond de ma pensée, je ne suis pas le seul à le penser, est dans une impasse profonde. Tout le monde dit, les économistes, mon Dieu, c'est merveilleux, elle fait de la croissance tous les jours, etc. Mais elle est dans une impasse très profonde, elle est dans le fond de la seringue. Il faut y aller, et quand on y va, on s'en rend compte hein, de ça. Hein, sauf quand on est invité par la propagande et les tapis rouges. Mais la vérité, elle est dans une impasse profonde, parce qu'il y a 1,4 milliard d'habitants.
et que personne n'a jamais su faire avec 1,4 milliard. Hein. C'est jamais arrivé. Il y en a encore 600 millions qui sont au bord de la route, je signale. Même s'il y a 600 ou 700 millions de riches. Il y en a quand même autant qui sont sur le bord de la route et qui en sortiront très difficilement. Bon. Les Chinois sont inquiets parce qu'ils connaissent très bien leur histoire. Ils savent qu'une dynastie, ça saute, c'est remplacé quand l'empereur n'assure pas le mandat du ciel. Le mandat du ciel, ce sont les 4 verbes. Easy, hein, que tout le monde connaît. Hein. Manger, dormir, se déplacer, se vêtir. Se loger. Le mandat du ciel, c'est ça. Et chaque fois dans l'histoire qu'une dynastie, qu'un empereur n'a pas rempli le mandat du ciel, c'est-à-dire n'a pas satisfait le peuple, il a été viré. Viré de chez viré. Voilà. Et bien, c'est ce qui va leur arriver. Parce qu'il y a 600 millions de pauvres en Chine qui n'ont pas le mandat du ciel. Et malgré la société de moyenne aisance, hein, Xiaokang, dont ils se vantent, machin, ou la société moderne, etc., ils n'y arriveront pas. Je le parie même pas, c'est une évidence. C'est pas possible. Donc, la dynastie rouge a beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'elle ne tiendra pas, c'est pour ça que M. Xi Jinping se fait élire à vie. Parce qu'il faut que tout le pouvoir soit dans une seule main, il faut la dictature absolue pour essayer de sortir du truc. Un pouvoir collégial tel qu'il était avec Jiang Zemin ou avec Hu Jintao n'était pas assez fort, n'était pas assez violent, n'était pas assez puissant pour arriver à faire passer cette affaire si difficile. Je doute que M. Xi Jinping, qui n'a pas en plus pas une lumière, hein, c'est ni Mao ni Deng, lui, hein, c'est l'apparatchik de bon niveau, enfin c'est pas Alexandre. Hein. Donc voilà, c'est un vrai problème ça. Hein. Sachez que la Chine a plus de problèmes que nous. Deuxième enjeu, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais conforter ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Le fait que la Chine soit la puissance majeure de l'Asie. Ça n'est jamais arrivé. Sauf du temps de Kubilai, les Mongols. Mais ce n'est pas les Han. Ils sont détestés. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés. Je vous le promets, vous pouvez vous le graver dans la tête. Les Chinois n'ont aucun ami dans le monde. Aucun. Et ceux qui... La Corée du Nord lui fait un enfant dans le dos tous les jours et ils disent pique-pente de la Corée du Nord. Ben oui, c'est le frère... hein. D'accord. Alors c'est ça ce qu'ils nous proposent. Ils n'ont pas d'amis, ils proposent aux Européens et aux Africains, ils ont posé à notre président l'autre jour, de faire l'alliance. Hein. C'est peut-être pas idiot, il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit François Ier et Souliman le Magnifique, du temps de, voilà, du XVe siècle. Il faut qu'on soit intelligent, et c'est peut-être notre intérêt, hein, de ne pas les laisser tout seuls. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils tiennent leur revanche, ils veulent enfin que cesse ce condominium européano-américain, occidental, sur le monde, par les voies maritimes, par les modalités, par les normes, ils veulent que les normes chinoises, que les lois chinoises, enfin que la Chine, deuxième puissance économique, première démographie du monde, etc., civilisation millénaire, etc., ait son mot à dire dans le spectacle mondial. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, elle fait 5% au FMI. Hein. Donc, voilà, parce que je viens de vous le dire, la Chine s'est repliée sur elle-même depuis les Ming. Elle s'est mise à l'écart du monde du progrès, des révolutions industrielles. Elle se rend compte maintenant qu'elle a fait une bêtise. En plus, elle l'a payé très cher. Donc, elle s'est redressée. Elle a acquis ses galons de grande puissance. Et maintenant, elle veut se remettre en tête de la course du monde. La différence entre les Américains et les Chinois, c'est que les Américains, ils étaient à la tête d'un camp considérable, le camp occidental, hein, puisqu'il y avait l'Europe, hein, et puis toutes les colonies européennes de l'époque. Donc, c'est-à-dire le monde. Alors que la Chine est toute seule. Bon, pari et risque, je vous ai suffisamment... le risque, c'est que la révolution culturelle qui n'a pas marché en Chine entre 1966 et 1976, mais ils sont en train de nous l'exporter. C'est exactement ça. Hein.
Et les petits maoïstes qui sont encore chez nous, ils peuvent se réveiller, là, ils auront pignon sur rue. Alors, je me permets, pour terminer, de vous citer Sun Tzu, qui est mon maître, mon grand ancien, qui a deux grands principes. Il faut maintenir la cohésion à l'intérieur de la Chine et entretenir la duperie vis-à-vis de l'extérieur. C'est les principes de la Chine éternelle. Ce n'est pas du roman de ma part. La guerre est l'art du mensonge. Vous êtes capable d'attaquer, faites comme si vous en étiez incapable. Vous vous apprêtez à mettre vos forces en action, simulez l'inactivité. Quand vous êtes prêt, faites croire à l'ennemi que vous êtes loin. Ça, c'est la pieuvre. Quand vous êtes loin, faites-lui croire que vous êtes prêt. Lancez des leurres pour attirer l'ennemi. Budapest, Sofia, Salonique. Donnez l'impression d'être en plein désordre et écrasez-le. Dans le texte. Donc on n'est pas prêt de revoir la route de la soie de l'Antiquité, hein, qui était un itinéraire de paix, d'intelligence, de culture et de richesse. C'est pas demain la veille, puisque les conditions ne sont pas réunies. Et sont loin de l'être. Je vous signale 3 excellents bouquins sur le sujet, surtout le dernier, qui est un bouquin génial, de Peter Frankopan, professeur à Oxford. Et les 2 autres sont intéressants aussi. Voilà, merci de votre attention. J'étais beaucoup trop long, mais le sujet est